Le début ressemble à une histoire simple. Peter a 37 ans, ce Flamand originaire de Louvain est cardiologue. Il a travaillé plusieurs années pour Médecins sans frontières et aujourd'hui il exerce dans une clinique privée en Languedoc-Roussillon. Laurent, lui, a 27 ans. Ce Bruxellois francophone est un grand sportif. Il est devenu entraîneur et a ouvert sa salle de fitness, là où il s'est installé avec Peter, près de Montpellier. Le couple décide très vite de fonder une famille. On s'est rencontrés en 2006 et en parlant au départ, on a très vite compris qu'on avait tous les deux la même philosophie de vie et qu'on n'envisageait pas une vie sans enfant. Donc on a commencé, comme je pense tout couple homosexuel, à essayer de se pencher sur le cas de l'adoption, où on a un petit peu regardé au niveau de la législation belge, ou des couples ayant déjà adopté. Et on a vu que la grosse mauvaise nouvelle, c'était qu'il y avait très peu de couples, voire quasi pas du tout, qui avaient déjà réussi à adopter un enfant en Belgique. J'avais des copines qui disaient oui, quand vous avez envie d'enfant, moi je vous prête mon ventre, pas de souci. Mais bon, si ça devient sérieux, évidemment, c'est un peu moins évident, ce qu'on comprend. Donc, Chose qu'on comprend, je veux dire, nous aussi au premier abord, on aurait été mal placés ou quoi, on avait des amis proches, on en discutait et puis on voyait que c'était pas du tout la solution, qu'on n'aurait pas su trouver un équilibre par la suite, quoi. Et donc là, on s'est penché sur le cas de mère porteuse. Une mère porteuse est une femme qui accepte de porter un enfant qui n'est pas le sien, issu d'un embryon conçu par fécondation in vitro. Dans le monde, 3 États se sont spécialisés dans la pratique de la maternité de substitution. La Californie, l'Inde et l'Ukraine. Tout est à portée de clic, Internet regorge d'agences et de petites annonces. On a commencé à éplucher pas mal de paperasse pour savoir les organismes compétents qu'il y avait. On ne voulait pas se faire avoir. Il y a eu pas mal d'histoires avec des couples qui partaient aux États-Unis, qui pensaient suivre un programme et au moment où ils pensaient avoir un enfant, ils allaient aux États-Unis, ils se rendaient compte qu'il n'y avait rien, qui n'avait jamais existé. Et donc on partait de ce principe-là et donc on a essayé de trouver des organismes qui avaient pignon sur rue et on a trouvé donc un organisme en Ukraine. L'Ukraine est indépendante depuis 1991. La pratique des mères porteuses y est récente. Elle est encouragée par les autorités pour lutter contre la stérilité des couples. Elle est donc légale. Après avoir longuement consulté Internet, Peter et Laurent arrêtent leur choix sur une agence de maternité de substitution implantée à Kharkov, une ville à la frontière russe. Ils y débarquent en octobre 2007. On s'est dit, on y va, on rencontre l'association, on discute avec eux et on verra. C'est des gens qui croient eux-mêmes dans le programme et qui voulaient le mettre un peu plus en international avec des projets qui avaient déjà réussi. On a été mis en contact avec un médecin sur place, le centre de fertilité. On a eu pas mal de gens bien placés, on avait un avocat avec nous, un interprète. Donc c'était vraiment le programme bien ficelé au départ. On ne s'est pas fait arnaquer, mais on ne pouvait que croire ce qu'il disait. Puis on a pris une semaine de délai tous les deux en Ukraine, on est restés pour essayer vraiment de se vider la tête et de voir si on n'était pas occupé à se faire avoir, quoi. Donc à ce moment-là, vous signez un contrat. Qu'est-ce qu'il y a dans ce contrat ? C'est l'engagement surtout de leur côté, enfin aussi de notre côté, donc de payer pour les frais médicaux évidemment, étape par étape. C'était bien défini, bien mis sur papier. On payait en fait une partie donc, à l'organisme lui-même et une partie donc, à l'hôpital pour tout ce qui était insémination, prélèvement de spermatozoïdes et d'ovovules, quoi. Là, à la fin des 2 semaines, on a décidé de commencer donc, et de signer et de commencer le programme, quoi. Peter et Laurent, enthousiastes, préviennent leur famille dès le processus enclenché. Tout au début, j'ai pas trouvé ça une très bonne idée, parce que je pensais que ça allait être compliqué. Vu les rebondissements de l'histoire, les parents du couple veulent aujourd'hui rester discrets. Mais pratiquement quand il m'en a parlé, c'était déjà mis en route, et j'étais devant le fait accompli.
Donc je n'ai pas eu le temps de penser à juger cette histoire-là, quoi. Qu'est-ce qui vous semblait compliqué ? Mais j'ai toujours des a priori, hein, comme pour moi c'est nouveau, je suis d'une autre génération, et c'est sûr que les mères porteuses, moi je ne savais même pas il y a un an que c'était une pratique, et bon, donc tout ça était nouveau pour moi, et il a fallu m'habituer à ce nouveau contexte. Est-ce que ce projet a suscité chez vous des inquiétudes ? On pense pas directement à ça, on pense plutôt déjà au bonheur. Mais après, oui, on se dit quand même, c'est loin. C'est un pays quand même encore qui dépendait dans le temps de la Russie. Donc, sur tout point de vue, qu'ils ne sont pas hétéros, quoi. On dit maintenant que tout le monde est égal, lesbienne, homo, hétéro, mais pour finir, c'est une grande pointe d'interrogation. Dès la signature du contrat, Peter et Laurent opèrent les choix qui vont les mener à la paternité. Ils ont des critères pour choisir quelqu'un, ou spermatozoïde, qui correspond génétiquement à quelqu'un du couple. Et c'est ce qu'on a fait aussi. On a choisi une femme qui avait aussi un peu les mêmes traits que moi. C'est comme ça en fait qu'on a fait ces choix-là. On rentre vraiment dans une base de données en fonction de critères qu'on veut. Non seulement, on va le dire franchement, au niveau du physique, mais également au niveau de leur vie elle-même, quoi. Donc on a vraiment essayé de... C'est peut-être pour se donner bonne conscience ou quoi, mais on a choisi une femme qui était déjà mariée, une femme qui avait déjà des enfants, qui avait une situation, qui avait son propre appartement, justement pour passer outre le fait qu'on lui donne de l'argent et qu'elle fait ça parce qu'elle est obligée de le faire, quoi. Donc là, j'ai fait un don de sperme. On nous a mis en contact avec une donneuse d'ovules et une mère porteuse, quoi. Et donc le programme allait commencer. Le contrat prévoit un forfait de 25 000 €, dont 5 000 pour la mère porteuse. C'est sans compter les frais supplémentaires. Elle est enceinte, donc elle change un peu de forme, il faut acheter des nouveaux vêtements, elle doit être plus proche, dans un appartement plus proche de l'hôpital. Elle a un fils qui aura moins d'attention de sa mère, elle peut aller moins fréquemment ou bien moins à son boulot, donc c'est des frais qui s'expliquent. Très vite, le forfait annoncé est dépassé. Des frais supplémentaires sont sans cesse réclamés et ce n'est qu'un début. La clinique, il joue un peu, oui, il y a une consultation de plus et puis ça coûte un peu plus parce qu'il y a la crise. Et, eux, ils étaient un peu moins corrects. L'hôpital exige 4 dons de sperme pour tenter d'obtenir un embryon valable. La fécondation in vitro est réussie dès le premier essai. Et puis on a implanté 2 embryons, il y en a un qui a pris tout de suite, ça s'était fait le 10 mars et voilà, bonne nouvelle, tout le monde content et puis comme chaque couple qui attend un enfant, j'imagine qu'on a eu les mêmes sentiments, quoi. D'inquiétude, de joie, tout ça. On a suivi à distance toute sa grossesse avec des échos qu'on nous envoyait, des visites chez les médecins et tout, mais toujours en essayant de garder une grosse barrière en se disant c'est peut-être possible qu'il n'y a pas de mère porteuse et qu'il n'y a pas d'enfant et qu'elle ne soit pas enceinte, quoi. Donc vous n'aviez pas de preuve qu'il y avait vraiment votre enfant qui était en train de se développer? À part des avis de médecins et tout, mais de toute façon, on aurait pu nous montrer n'importe quoi. Voilà. Est-ce que dès le départ, vous vous êtes senti grand-père? Oui, tout de suite, oui. Oui. Ça, c'est aussi avec Laurent, hein, son caractère. Laurent est expansif. C'est sûr qu'il nous tient au courant tout le temps. Toutes les semaines, on avait les transferts de ses mails à propos du développement de la gestation. Donc on était impliqués. On a toujours été une famille soudée. Donc je veux dire, nous on suivait ça vraiment comme si c'était une belle fille, en fait, qui portait notre petit enfant. Oui. Laurent et Peter se marient à Bruxelles le 28 septembre 2008, 2 mois avant la naissance. L'accouchement est prévu autour du 24 novembre. L'enfant vient au monde dans la nuit. Il se prénomme Samuel. Peter et Laurent arrivent quelques heures plus tard.
on est arrivé, donc le bébé était en maternité, donc je me suis présenté en tant que papa de Samuel. Et donc là, directement, on a pu aller avec la sage-femme et les infirmières directement le voir, quoi. Donc on est resté, je pense, 4-5 heures avec lui. On a été rendre visite à la mère porteuse. Je m'attendais à quand même avoir une certaine relation avec la mère porteuse, ou qu'elle, je sais pas, qu'on parle de choses et d'autres et tout, ce qui n'a pas du tout été le cas. Elle m'a regardé, je crois que... Elle était gentille. Oui, elle était gentille, voilà, mais ça, pour elle, c'était chose c'était faite. fini, et puis voilà, quoi. On avait loué un petit appartement pour 2 semaines et voilà, on s'est débrouillé. On a appelé les grands-mères pour avoir des consignes. On avait lu beaucoup évidemment au début. Moi, j'avais suivi un stage en Nourrir, maternité, nettoyer, en crèche. ouais. Donc voilà, on s'est bien débrouillé du coup. Vous étiez prêt en tout cas à assumer un bébé. De ce Oui, côté-là, bah oui, c'est pas. Puis- On l'a voulu, c'est Voilà. pas oups, je suis enceinte et il faut assumer. C'est quelque chose qu'on a planifié, qu'on a bien réfléchi et puis qu'on a bien Puis on se préparé. pose plein de questions, mais au moment de la naissance, je veux dire, il y a des gestes qui viennent comme ça, naturellement, même en tant qu'homme. Et il a fallu quoi, 2-3 heures pour s'habituer complètement, quoi. C'était vraiment le bonheur à 200%, quoi. Et pour nous aussi, on était contents que tout se passait bien. Et bon, maintenant, il fallait attendre, retourner en Belgique à ce moment-là, et attendre que tous les papiers soient en ordre. Donc il fallait un acte notarial qui disait comme quoi la mère porteuse s'était rendue par elle-même chez un notaire et il refusait tout droit sur son fils. Il fallait un avis et un acte d'un psychologue qui disait comme quoi la mère était saine d'esprit au moment de cette décision. Et après, le tout allait être validé par le tribunal ukrainien qui disait comme quoi la garde allait me revenir exclusivement et qu'elle était saine d'esprit donc lors de cette démarche. Ces démarches administratives en Ukraine nécessitent 3 mois d'attente. Peter et Laurent ont prévu de rester 15 jours, pas plus. Ils ne peuvent pas s'absenter davantage de leur travail. Avant de repartir pour la France, il faut trouver une solution à Kharkov pour la garde de Samuel. On a essayé de lui trouver la meilleure nounou possible en sachant que c'est toujours impossible de se dire ça. Il y avait l'aspect financier, donc il demandait pas mal d'argent. C'était plus ou moins 1 000 € par mois. Qui a fait pour que grandir, quoi. Pour un pays où le salaire moyen de plus ou moins 200 € par mois. Mais ça passait par l'organisation des mères porteuses, je crois, qu'il y gagnait aussi un petit peu, quoi. Et au départ, on Ouais. vous dit, on cherche le meilleur pour son enfant, donc on se dit, bon, si ça va durer... Au départ, c'était censé durer que 3 mois. Quels étaient les contacts avec la famille d'accueil? Plutôt bien. C'était des gens... C'était une famille chaleureuse, j'avais l'impression. Le couple rentre en France et se noie dans le travail pour ne pas trop penser à l'absence de Samuel pendant ces 3 mois. En février, Peter et Laurent sont de retour à Kiev. Ils se rendent à l'ambassade de Belgique afin d'obtenir un passeport belge pour Samuel. Peter a déjà été en contact avec le diplomate qui les reçoit. Je m'étais renseigné à l'ambassade belge en Ukraine, surtout pour avoir des réponses, c'est quoi la fiabilité des gens, des organismes. Et le consul m'avait promis d'investiguer un peu plus. Je lui avais donné les coordonnées de l'organisation et il m'avait promis de donner une réponse. Et puis c'est une réponse que j'ai jamais eue. Le couple pense obtenir facilement le passeport belge de Samuel. Cela leur semble évident puisque le père, Laurent, est belge. Mais pour la Belgique, cette filiation ne va pas de soi. Le consul émet des réserves. Il nous reçoit donc en nous expliquant comme quoi la demande du visa ou du passeport allait pas se faire comme ça et aussi rapidement et que de toute façon lui devait envoyer la demande directement au ministère et que c'est le ministère qui allait enquêter et voir donc s'il y avait lieu ou pas de nous donner ce visa ou ce passeport. On a senti que les complications commençaient. Donc l'ambassadeur de Kiev a dit à Laurent que ça ne se passait pas comme ça et qu'il devait rentrer de nouveau sans l'enfant.
La naissance de Samuel, légale en Ukraine, pose un problème selon la législation belge, car le couple a eu recours à une mère porteuse. À Bruxelles, le porte-parole des Affaires étrangères ne veut pas s'exprimer sur un cas particulier, il s'en tient à une position officielle. Le lien entre la mère porteuse et les parents prospectifs est souvent un lien qui est commercial. Et c'est une pratique qui, devant le droit international, est difficilement défendable. Le moment où nous sommes confrontés à une telle situation, nous savons qu'il y a des arrangements qui sont utilisés par les parents. Notre approche est une approche souvent humanitaire, mais en même temps, nous devons respecter la loi. Et donc, devant le droit belge, nous avons des difficultés pour reconnaître ces liens de parenté. La législation belge sur les mères porteuses est muette. C'est le parquet général de Liège qui est chargé du dossier bioéthique au niveau fédéral. Cédric Vizard de Beaucarmé a déjà dénoncé le vide juridique. La situation en Belgique est telle que la loi ne dit rien. Donc c'est un comportement, c'est une pratique qui n'est ni autorisée ni interdite par la loi. Et donc la question est qu'on ne peut en tirer aucune conséquence juridique. Dans la loi belge, en principe, on ne prévoit pas cela, mais il y a des principes fondamentaux qui font qu'on considère que la pratique des mères porteuses est quelque chose que l'on considère comme hors commerce, donc que l'on ne peut pas faire contre des prestations rémunérées. L'État de Californie, par exemple, ou l'Ukraine, sont des États qui reconnaissent la pratique de la mère porteuse. Et donc, si vous faites cela là-bas, vous faites les choses de manière totalement légale par rapport à la loi américaine ou à la loi ukrainienne. Le problème, c'est que lorsque vous revenez en Belgique en disant « voilà, j'ai un enfant maintenant, c'est un enfant qui vient d'une mère porteuse », eh bien, le juge belge va se trouver très ennuyé parce qu'il n'a pas de solution pour reconnaître une paternité ou une maternité pour cet enfant. Et donc, la filiation qui doit découler de ce que la mère porteuse a accouché, eh bien, cette filiation ne pourra pas être établie en Belgique de manière certaine, en tout cas. Face au refus du ministère des Affaires étrangères d'accorder un passeport ou un visa à leur fils, le couple cherche de l'aide tous azimuts. Les mois passent et rien ne bouge. Il décide alors d'assigner en référé le ministère des Affaires étrangères. Samuel a déjà 9 mois. Nos avocats ont essayé de démontrer l'urgence de l'affaire. Au parquet Bruxelles, j'imagine. Alors, le parquet a toujours dit, oui, mais il n'y a pas d'urgence. Donc, déjà en disant, voyez, l'enfant est né en novembre, on est déjà en août, donc c'est vous qui avez traîné l'histoire, c'est de votre faute. Finalement, on a eu le référé qu'en février 2010. Le référé a décidé que c'était niette. Pour nous, c'était la fin de l'histoire parce qu'on n'avait plus rien. On était en rouge partout, on avait prêté chez ma sœur, nos parents et tout ça, et c'était devenu impossible. Quand le référé tombe, Samuel a 15 mois. Peter et Laurent ne savent plus payer la famille d'accueil, qui refuse tout arrangement et profère même des menaces. Peut-être la famille d'accueil ou peut-être l'organisation qui était derrière, on n'a jamais su, qui ont dit, écoutez, si en mars vous ne venez pas chercher votre enfant, vous ne verrez plus jamais. Micheline, une amie des parents de Laurent, propose alors un scénario risqué. Franchir la frontière vers la Pologne avec Samuel. Micheline sera accompagnée d'une amie polonaise et elles vont faire passer Samuel pour la fille de cette amie en se servant de son passeport. La grand-mère de Samuel part aussitôt le chercher dans sa famille d'accueil et le confie à Micheline. Elle néglige 2 petits détails. Le passeport est celui d'une fille et il n'a pas de cachet d'entrée en Ukraine. On pensait de toute façon qu'on pouvait sortir, on passait les frontières comme ici entre la France et la Belgique et qu'on passait, parfois il y avait un contrôle, parfois il n'y avait pas de contrôle. D'abord on a oublié les papiers de Samuel, la grand-mère a pris les papiers de Samuel et elle est repartie de l'autre côté. On s'est retrouvés à la frontière, à la douane sans papier. Quand j'étais devant le guichet, la dame m'a demandé qui est l'enfant dans la voiture. Et j'ai dit, c'est la fille de ma copine.
fille. Puis elle lui a demandé pourquoi il n'y a pas de cachet dans le passeport, qu'elle n'est pas passée. Et tout de suite, on lui a demandé, suivez-nous, et on lui a demandé d'aller dans le bureau. À ce moment-là, on a dit toutes les deux tout de suite, on a dit non, on va pas continuer, parce que ils se sont, je ne sais pas s'ils se s'étaient rendus compte ou pas que c'était pas sa fille, je ne sais pas si on aurait dû avoir plus de culot et vraiment prétendre que c'était la fille de la copine. En tout cas, nous on a dit non, on n'a pas de cachet, on n'a pas eu de cachet avant, on a dit non, c'est pas sa fille, c'est Samuel, et voilà, et on a donné toute l'explication, et on s'est dit en donnant toute l'explication, ça va se passer. La police des frontières soupçonne en fait Micheline de trafic d'enfants et d'organes. Elle n'a aucun document pour prouver l'identité de Samuel, ni son lien avec lui. Micheline est incarcérée et Samuel est placé dans un orphelinat, à Lviv. Est-ce que vous avez bien préparé cette opération? Bien sûr qu'on a mal préparé, mais on avait un ultimatum d'1 mois, de 3 semaines après le référé qu'on a perdu en février. Donc, on avait reçu un mail de ce qu'on appelle entre nous la firme, donc toute cette association de mères porteuses, qui nous avait dit que au mois de mars, si on n'est pas le chercher, il sera abandonné dans la rue ou mis dans un orphelinat d'une façon anonyme, et qu'on ne retrouverait plus sa trace. À ce moment-là, que voulez-vous faire? On fait n'importe quoi, ça c'est sûr. Hein. Dès l'arrestation de Micheline, les policiers s'intéressent à son patrimoine et surtout à celui de la famille de Samuel. La première chose qu'ils regardent, c'est la voiture, ils regardent les maisons où vous habitez, ils ont été voir sur Google, ils ont été voir sur Facebook, ils ont regardé la maison, ils ont dit « mais t'as vu la maison ?» Et je dis « oui, ça change quoi ?» Quelle maison? La maison de Laurent. Il m'a dit « il a acheté cette maison 500 000 €. Mais je dis « qu'est-ce que ça peut faire qu'il a acheté la maison 500 000 € ou 50 000 €? Micheline est finalement inculpée de passage illégal d'une personne à la frontière. Elle est relâchée au bout de 3 mois et demi d'incarcération et le versement très officieux de 10 000 €. Une somme qui s'ajoute à celle déjà versée pour la naissance de Samuel. On est à 80 000 €. Donc vous êtes à 80 000 €. Oui. On n'a rien, je suis cardiologue, on a un commerce qui marche assez bien. On a 0 sur nos comptes, depuis déjà 2 ans. On est en août 2010. Samuel est bloqué depuis 5 mois dans un orphelinat ukrainien. Il a déjà 20 mois. Pourquoi ses parents ne vont-ils pas le chercher? En fait, je suis considéré comme le principal investigateur de cette histoire. Donc automatiquement, si je vais en Ukraine, je serai jugé, emprisonné pour je ne sais pas combien de temps et après jugé par la suite. Quoi. Vous êtes considéré comme étant le commanditaire du kidnapping de mon propre enfant. De mon propre enfant, puisque maintenant ils savent que Samuel a un lien avec moi direct, quoi. Par quelle palette de sentiments vous êtes passé depuis 2 ans? C'était toujours une montagne russe de sentiments, tout le temps, de frustration, de tristesse, de même haine, même qu'on a haï des personnes dans toute cette histoire, et puis quand même de nouveau de l'espoir, et puis de nouveau non, et ça n'arrêtait pas. Et puis c'est vraiment, c'est fort, c'est un cauchemar parce que bon, la vie n'a pas été ni simple pour lui ni pour moi, et puis mais ça c'est la pire des choses. Ça, plus jamais de ma vie. Et vous, Laurent? Moi, que de la tristesse, je pense. C'est déjà triste de ne pas pouvoir passer par les mêmes méthodes que n'importe quelle personne pour avoir des enfants. Triste de devoir aller en Ukraine pour arriver à son rêve d'avoir un enfant. Triste que 15 jours après sa naissance, on doive déjà partir sans pouvoir ramener son fils. Triste de détruire ma famille. Triste d'avoir autant de difficultés, même au sein de notre couple. Et triste de voir une non-reconnaissance totale au niveau de la Belgique et qu'on a l'impression d'être seul et que tout le monde s'en fout de notre histoire et de notre problème et qu'on se dit ils sont arrivés dans cette merde et qu'ils ont que réussir à sortir tout seul de tout ça, quoi. Nous décidons de partir en Ukraine pour tenter de démêler les fils de cette histoire.
L'Ukraine est le deuxième plus grand pays d'Europe, après la Russie dont l'ombre reste pesante. Ancien satellite soviétique, Kiev s'est converti au capitalisme au prix de salaires misérables et d'une corruption parmi les plus élevées au monde. Notre première étape, Kharkov, là où tout a commencé. Nous nous rendons avec Natacha, notre interprète, à l'adresse de l'agence de mères porteuses. Mais elle a déménagé il y a 2 mois. Ses responsables refusent de nous rencontrer. Nous y allons avec une caméra cachée. L'agence est désormais nichée au cœur de ce business center à la périphérie de la ville. Seulement 2 secrétaires sont présentes. Impossible de rencontrer ou parler même par téléphone à un responsable. Nos questions restent sans réponse. Prochaine étape, Lviv, là où vit Samuel, à 900 km de son lieu de naissance. Avec Vera, une autre interprète, nous avons rendez-vous avec l'homme qui va nous permettre de rencontrer l'enfant. Grégory Radinovitch est l'avocat qui représente Laurent, le père légal de Samuel. Surprise, il nous apprend que Peter et Laurent avaient le droit de quitter l'Ukraine avec leur fils, simplement avec l'acte de naissance, dans les 15 jours suivant sa mise au monde. Une information que l'avocat de l'agence de mères porteuses a soigneusement cachée. Aujourd'hui, la situation de Samuel est plus que complexe. Справа в тому, що відділ з питань захисту прав дітей Франківської адміністрації досить обережно ставиться до даної ситуації, оскільки дана ситуація складна і фактично вона не мала аналогів у нас ще. Не тільки у Львові, але взагалі, можливо, і на Україні. Тому вони стараються, мабуть, вжити всіх заходів, щоб прийняти законне рішення в цій ситуації. Nous avons enfin rendez-vous à l'orphelinat. Le bâtiment est niché au cœur d'un quartier cossu sur les hauteurs de la ville. La directrice nous attend. Le personnel a été réquisitionné en nombre. Notre accueil est bien orchestré, selon une mise en scène qui rappelle une autre époque. Nous découvrons enfin Samuel. Sa famille nous a confié des cadeaux à lui remettre. Mais notre visite se fera sous haute surveillance. Samuel communique peu et ne sourit pas. Notre caméra l'intimide sans doute. Est-ce qu'elle peut un peu nous parler de Samuel? Quel genre d'enfant il est? Я можу розказати, як він до нас прийшов. Його привезли. Хлопчик був мовчазний, замкнутий. Ми його обстежили. Соматичної проблеми він не має. Станом здоров'я він є здоровий. Йому треба просто, ви бачили, якщо я не була присутня, займатися з дітьми, розвиватися. Він є гарна, нормальна дитина. І я завжди кажу, що люба дитина, яка є в будинку дитини, яка має хоч маленьку можливість виховуватися в сім'ї, повинна йти в сім'ю. Тому що дитині повинна мати родину. Grégory Radinovitch n'a jamais rencontré les parents de Samuel. Il ne communique que par téléphone via une interprète. L'avocat nous livre son analyse du blocage de la situation. Фундаментальну ситуацію блокує, перш за все, ті обставини, при яких дитина вивозилася за кордон до батька, без документів. Це перше.
Друге, інші обставини. Це чому дитина раніше не виїхала після народження за кордон. Третє, це неофіційно, так серед посадовців, що батько гей. Четверте, обставини самі вивезення, що дитина, яка вивозилася без документів, вона фактично вивозиться таємно для тих органів і структур, і служб, які повинні перевіряти дитину за кордоном по місцю проживання батька. І ці всі обставини в сукупності, вони впливають на ускладнення прийняття рішення посадовими особами. Nous le constatons tout au long de notre voyage. L'homosexualité est encore très mal considérée en Ukraine, où les concepts traditionnels restent très ancrés. Nous rencontrons Anna Charigina. C'est une militante lesbienne. Elle témoigne de la mentalité ukrainienne vis-à-vis des homosexuels. Негативное в подавляющем большинстве. И если можно говорить о разных аспектах этого отношения, оно выражается в готовности принять как явление, в готовности принять как соседа твоего и в готовности допустить, что этот человек когда-то встретится или будет иметь влияние на твоих детей. На всех трех уровнях очень негативное, и, может быть, допускают такое явление 30%, об этом свидетельствуют социологические исследования немногочисленные. Но все остальное – это полное табу для украинцев. Dans l'histoire qui nous occupe, un petit enfant ukrainien né légalement d'un père belge est toujours bloqué à l'orphelinat. Est-ce que selon vous, ça pourrait être le fait que le papa est homosexuel et... Здесь могут быть две причины такого отношения. Во-первых, конечно же, безусловно, то, что он гомосексуал. Для украинских реалий тема табуирована, и тема гомосексуальность считается извращением. Второй момент – это то, что, к сожалению, в Украине принято дискриминировать женщин, само собой, но также очевидна дискриминация мужчин в смысле прав на отцовство. И права на материнство всегда будут приоритетными относительно прав на отцовство. В таком случае, на самом деле, у меня не возникает сомнений, что отказ был связан непосредственно с сексуальной ориентацией этого человека. Quant aux mères porteuses, la pratique est récente et encore confidentielle. Peu d'Ukrainiens connaissent l'existence des agences spécialisées. Comment considèrent-ils la pratique des mères porteuses ? Pour tenter d'en savoir plus, nous prenons rendez-vous avec Svetlana Sirik, journaliste à ATN, une télévision régionale ukrainienne. Однозначного отношения к женщинам, которые изъявляют какое-то желание стать суррогатной матерью, его нет, потому что в большинстве своем это женщины, которые нуждаются в материальной помощи. И они идут на суррогатное материнство, на то, чтобы выносить чужого ребенка. И именно по причине безденежья, и, естественно, многие из них от всей души это делают, потому что это непростой шаг. В общепринятом понятии, если женщина выносила и родила ребенка, то это ее ребенок. И некоторые люди, особенно из глубинки, это села, я даже сужу по своим бабушке и дедушке, они бы наверняка такого не поняли. Но среди людей, которые живут в больших городах, которые имеют доступ к информации и живут современной жизнью, эти люди знают о том, что так поступать возможно. И женщина, которая родила, она еще не мать, она может родить чужого ребенка. Le dossier de Samuel est aux mains de la Commission des droits de l'enfant de Lviv, une commission qui dépend de l'administration locale. Nous n'avons pas le temps de demander une autorisation officielle pour filmer. Nous optons donc encore pour une caméra cachée. La présidente de cette commission accepte de nous recevoir sans rendez-vous.
законодавство вимагає, тобто обстежити умови проживання батьків, тобто їх матеріальне становище, тобто характеристика відповідно на батьків, дітей. І тоді ми складаємо, тобто це в нас законодавство України, ми складаємо висновок про доцільність повернення дитини в сім'ю. Ici que le papa est homosexuel, est-ce que ça pose un problème? Напевно, так. Тобто сім'я не... Просто якщо ця дитина буде жити тільки з батьком, то це тим більше це і чоловіча стать, ви самі знаєте, тобто виникає якісь певне застереження. Cet entretien va vite nous surprendre. Bogdana Tinska ignore des pans entiers de l'histoire et c'est elle finalement qui nous interroge. Est-ce que vous savez pourquoi il ne vient pas? Vous знаете, чому він не приїжджає? Parce que il a peur d'être arrêté et mis en prison. Він боїться, що його заарештують і посадять в тюрму. Чого? За що? C'est possible ça? Oui, vraiment. Parce que il a peur que l'on dise qu'il a voulu kidnapper son enfant. En fait, la présidente ne comprend pas pourquoi la Belgique a refusé d'octroyer un passeport ou un visa. А чому відмовляла Бельгія? Які підстави були відмови? Pourquoi la Belgique ne voulait pas donner? Alors, parce qu'en Belgique, il y a un vide juridique concernant les mères porteuses. Nous étions venus demander des explications. C'est finalement nous qui donnons des informations sur ce dossier hors norme. Bogdana Tinska y est très attentive. Notre venue en Ukraine va-t-elle permettre de débloquer la situation de Samuel? Aujourd'hui, il dispose d'un passeport ukrainien, mais pour quitter le pays, 2 conditions doivent être remplies. Recevoir l'autorisation de sortie de l'orphelinat et acquérir un visa européen. En France, la chambre de Samuel est prête depuis longtemps. Laurent et Peter multiplient les démarches administratives. Ils ont finalement reçu le soutien du maire de leur ville et espèrent toujours l'arrivée de leur fils. À Lviv, 10 jours après notre retour en Belgique, la Commission des droits de l'enfant a accordé l'autorisation de sortie de l'orphelinat, moyennant des garanties supplémentaires des autorités locales françaises. Laurent doit fournir des preuves qu'il jouit d'une bonne réputation, qu'il est capable d'élever son enfant, qu'il dispose des revenus nécessaires. Début décembre, Peter et Laurent sont de passage à Bruxelles, mais seul Peter accepte notre invitation à visionner les images que nous avons tournées à l'orphelinat. Il n'a plus vu Samuel depuis 9 mois. Quand je l'ai vu la dernière fois en mars, il ne faisait qu'à rigoler et sourire. Et là, je ne le fais plus. Je crois que dans la famille d'accueil, il était un peu gâté, donc il était très ouvert, il rigolait tout le temps. Bon, donc là, il ne faisait plus, je ne sais pas si c'est l'influence des camarades et tout ça, ou si, bon, il a vraiment perdu confiance, c'est que, voilà, dans un contexte un peu bizarre. Puis bon, je ne sais pas comment ça va être, j'en rêve, pas toute la nuit, mais quand même assez fréquemment. Je m'imagine
Comment ça va être quand on va le voir? On aura envie de le serrer dans nos bras, mais pour lui, on va être des étrangers, donc on ne veut pas le brusquer non plus. Donc au début, ce sera un peu... Je crois qu'on va lui donner à lui le rythme d'adaptation, avec de l'aide professionnelle sans doute. Évidemment, on ne l'a pas avec nous, donc il y a des moments qu'on dit on n'aurait jamais dû faire ça. Et je crois que si maintenant il y a des gens qui ont ces projets-là, qu'on va leur dire non, c'est pas une bonne idée. Je ne sais pas comment la législation en Belgique va changer, si ça va faciliter un peu les choses, ou qu'il y aura d'autres solutions pour les couples homosexuels d'avoir des enfants. Maintenant, donc, bon, on a mis cet enfant au monde, donc on s'en responsable, donc on va aller jusqu'au bout. Maintenant que je vais dans un orphelinat, je me sens immonde, je me sens vraiment un père indigne, que j'ai fait des erreurs sur tous les côtés. Par contre, bon, j'ai tout gardé. J'espère que si un jour notre fils me dit mais c'est quoi cette enfance que vous m'avez donnée, j'ai tout gardé. Tout est clair qu'on s'est bien battu. Samuel a eu 2 ans le 24 novembre. Il suffirait d'un visa européen pour qu'il puisse quitter l'Ukraine. Mais une fois de plus, il vivra Noël loin de sa famille. Après 2 ans de blocage complet, Samuel peut enfin quitter officiellement l'Ukraine et retrouver ses parents qui l'attendent à Varsovie. Le salut de Samuel est venu du palais de justice de Bruxelles. Le 15 février, un juge du tribunal de première instance a reconnu l'affiliation entre Samuel et Laurent, son père biologique. Et ce jugement contraint le ministère des Affaires étrangères à délivrer un passeport belge au petit garçon. Il est 22h le 26 février 2011 quand la petite famille enfin reconstituée débarque à Bruxelles. Comment ça s'est passé? C'était, on n'y croit pas. Il est super adorable. Il n'a pas pleuré un coup, juste maintenant le réveil. On dirait qu'il a compris. Voilà. Il a été super content, super gentil. Il a dit au revoir entre guillemets à l'Ukraine, à tous ceux qui connaissaient quoi. Et puis on s'est amusé avec lui toute l'après-midi et tout, mais là il est très très fatigué. Il n'a pas dormi de l'après-midi, il a dormi un petit peu dans l'avion maintenant, et il s'est fait réveiller par les lumières quoi. En fait, ça fait combien de temps que vous n'avez pas vu? Ça fera 1 an fin mars. Vous avez l'impression qu'il vous a reconnu? Je sais pas s'il m'a reconnu ou quoi, mais en tout cas, ce que je suis content, c'est que j'ai vraiment l'impression que les gens lui ont parlé qu'il avait 2 papas et qu'il s'attendait et qu'il était au courant vraiment de la situation, quoi. Il a pas bronché, on aurait dit qu'il comprenait déjà à 2 ans et 3 mois ce qui lui arrivait, ce qui se passait, quoi. Ouais, donc on a joué dans l'aéroport toute l'après-midi avec lui et ça se passe très bien, quoi. J'avais jamais, entre guillemets, changé un linge de ma vie, j'en ai changé déjà 7 d'affilée, je crois, depuis tout à l'heure. Et puis je crois que ça ira très bien, on s'est pas mal préparé de ce côté-là et je crois que ça peut être que plus beau ce qui nous attend, quoi. Je crois qu'on a passé vraiment le pire, quoi. Comment ça s'est passé la transition entre l'orphelinat et aujourd'hui? Je trouve que ça s'est très bien passé aujourd'hui, beaucoup mieux que ce qu'on avait attendu. Bon, il y a peut-être des traumatismes qu'on va encore découvrir. Il va sans doute uriner dans son lit et tout ça. Bon, mais comme je viens de dire, c'est quand même... On a été gentil dans les reportages, mais c'est quand même inacceptable dans une démocratie comme la Belgique qu'un enfant a dû rester 2 ans loin de ses parents et surtout une année dans un orphelinat. C'est quand même quelque chose qu'on ne digère pas. Et que je crois que n'importe quel parent en Belgique n'accepterait pas ça. C'est inimaginable ça. Laurent, Peter et leur fils Samuel sont attendus avec impatience par leur famille. Ces proches qui les ont soutenus dès le départ malgré des choix de vie peu conventionnels.
Et les grands-parents de Samuel acceptent enfin de sortir de l'ombre. Depuis le jugement 10 jours plus tôt, toute la presse internationale s'intéresse à leur histoire. De la Pologne à la Chine, en passant par les États-Unis ou l'Inde, tous veulent connaître Samuel. Pendant plus de 2 ans, Laurent et Peter se sont heurtés à l'incompréhension des hommes et à l'inflexibilité des institutions. Ils mènent aujourd'hui une vie de famille ordinaire. Samuel va très bien.